Je me présente du coup pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Duraca. Je suis le coordinateur du CISCA, donc du Centre de recherche, développement et transfert en innovation sociale Clermont-Auvergne. On a voulu volontairement avoir un nom très court pour faciliter la compréhension. C'est une blague évidemment. C'est jamais très court quand on parle d'innovation sociale parce que c'est suffisamment complexe. Donc je pense que l'innovation sociale, et la présidente du mouvement associatif a très bien expliqué ça, a depuis des centaines d'années maintenant, sur la base des mouvements associatifs et associationnistes, montré qu'il y avait une autre option, il y avait une autre voie. On peut viser un idéal, on peut aspirer à un monde qui soit effectivement plus vivable, plus social, plus solidaire, plus démocratique dans son approfondissement, parce que justement les acteurs de l'association avec un grand A, c'est-à-dire les êtres humains qui s'associent, peuvent aspirer à un monde meilleur. Et c'est vraiment l'idée qu'on va porter dans l'innovation sociale, c'est-à-dire quelle est la capacité des acteurs d'un territoire qui s'associent à porter un monde meilleur, un idéal. En quoi l'innovation sociale va apporter des éléments fondamentaux pour changer, transformer notre réalité et faire en sorte qu'elle soit plus vivable et plus acceptable demain. En cela, effectivement, aujourd'hui, l'innovation sociale peut être appréhendée comme un processus, c'est-à-dire quelque chose qu'on jalonne assez bien, dont on sait assez bien les rouages et qu'on connaît assez bien les rouages. Et très concrètement, ce matin, on a décidé de travailler avec 3 acteurs qui, à l'échelle régionale, en tout cas, nous semblaient être assez bien à l'image de cette aspiration, de cette volonté d'apporter quelque chose qui soit de l'ordre d'un idéal social à mettre en œuvre collectivement sur le territoire, pour mieux vivre dans certaines conditions ou pour certains types d'acteurs. Ces 3 acteurs, du coup, et je les remercie d'être là ce matin avec nous, c'est Emmanuel Bouillet, du coup, qui préside, si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me stopper si je dis des bêtises, qui préside l'atelier de logement solidaire ici à Clermont-Ferrand dont il va nous parler. Florian Guyot, du coup, qui coordonne avec ses compères la fabrique, du coup, dans la région des Monts du Lyonnais, un espace rural qui est plein de ressources, et vous allez le voir. Et Vincent Vigneault, du coup, de la Loco, là plutôt le territoire de la Haute-Loire, qui là aussi est un territoire foisonnant en termes d'activités qui visent un idéal, et on verra à quel point la Loco, notamment sur une question assez précise qui est sensible aujourd'hui, peut apporter des éléments intéressants. On va du coup questionner ensemble avec ces 3 structures assez précisément comment le processus de mise en œuvre d'une volonté de transformation sociale peut être porté par certains acteurs. Et ce processus-là, il va être jalonné par 5 étapes. Et je remercie d'ores et déjà Hélène Causse de travailler avec nous ce matin pour faciliter la compréhension de ce processus grâce à des éléments graphiques que vous allez pouvoir suivre derrière nous au moment où on en parle. Et ces 5 étapes de processus qu'on va analyser sont le processus d'émergence, c'est-à-dire comment vos organisations ont débuté leur volonté de mettre en œuvre un idéal partagé, comment le processus s'est déroulé, ce sera la 2e grande étape qu'on analysera. La 3e grande étape, ce sera quel résultat, à quoi on aboutit, est-ce qu'on aboutit déjà à des choses pour certains, et puis à quoi, et concrètement ce que ça donne que d'innover socialement. La quatrième étape qu'on analysera, c'est les impacts, c'est-à-dire en quoi ces résultats ont un impact sur les dynamiques territoriales, et puis on finira par les questions de diffusion. Est-ce que vos modèles, est-ce que vos structures visent à se diffuser, à diffuser leurs bonnes idées, leurs alternatives, et comment ça marche. Donc on va rentrer assez vite maintenant dans les choses très concrètes, tellement concrète qu'on a besoin maintenant de savoir qui vous êtes et ce que vous portez, et si vous pouvez vous présenter assez rapidement, en tout cas, qui vous êtes et quel est votre projet, histoire qu'on puisse comprendre de quoi vous parlez, et après on va commencer à travailler le processus. Je te laisse commencer, Emmanuel. Bonjour à tous, donc je suis Emmanuel Bouillet et je préside donc une association qui s'appelle Atelier Logement Solidaire. Elle a été fondée en 2010 avec 3 associations, une que je présidais à l'époque, la CIMAD 63. Et la CIMAD, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui vient en aide aux migrants. Donc tout type de migrants, que ce soit les demandeurs d'asile, le regroupement familial, les travailleurs, voilà, tous les gens qui sont en situation d'errance. Il y avait aussi dans l'équipe projet qui a fondé Atelier Logement Solidaire le Secours catholique du Puy-de-Dôme et le Secours populaire du Puy-de-Dôme.
Et donc avec ces 3 associations plus quelques autres bénévoles, on a monté donc cette association dont le but est justement de créer des projets innovants en matière de logement social pour répondre, pour proposer des instruments qui permettent de répondre à une demande sociale qui ne trouve pas de réponse. Et le projet donc qu'on a monté à l'époque s'appelle Atelier Logement Solidaire. On parlera peut-être plus en détail après, donc je vais pas développer tout de suite. Et tout de suite, on est en train de monter en régime un deuxième projet qui s'appelle Sésame et qui va en direction de l'hébergement des mineurs isolés, des mineurs étrangers. Voilà. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi c'est Florian, l'association La Fabrique. Donc cette association existe depuis janvier 2016, donc elle a à peu près 4 ans, mais elle a une histoire préalable bien plus ancienne, mais on y reviendra après. Cette association aujourd'hui, elle est basée donc à Saint-Symphorien-sur-Coise, dans le Rhône, mais on est à 5 km de la Loire, donc on est à cheval sur ces 2 départements. C'est un territoire qui recouvre à peu près une 50aine de communes sur lesquelles on agit, qui sont entre Lyon, Saint-Étienne et Roanne, en milieu rural, mais proche des villes, mais pas périurbain, voilà. En gros. Et nos actions se découpent en deux champs. Un premier qui est historiquement le premier, qui est l'accompagnement de la vie locale, la vie associative et la vie aussi institutionnelle, mais au niveau artistique et culturel. Donc avec différents outils. Je l'ai rapide. Un agenda en ligne qui s'appelle Le Calepin, dont on reparlera, qui est un outil de diffusion d'informations artistiques et culturelles sur le territoire qui permet à chacun de contribuer, en tout cas de poster ses événements et du coup d'être acteur de sa propre communication, on va dire. Un autre outil qui s'appelle la CUMA, en hommage aux agriculteurs, qui est la coopérative d'utilisation de matériel artistique et non agricole. C'est 14 associations qui ont mutualisé du matériel et ce matériel est utilisé par ces 14 associations mais aussi par une 60aine d'autres. Voilà, rapidement. Et puis d'autres outils de formation, des projets coopératifs autour du Printemps des Poètes, autour d'un festival de musique, mais pareil, on y reviendra un petit peu. Et puis le deuxième champ d'action qui lui est un petit peu plus récent, 1 an après, 2017, c'est une ligne artistique et plutôt une programmation artistique et culturelle sur le territoire, avec notamment un festival jeune public, avec des concerts, avec différentes choses, des accueils en résidence, des accueils d'artistes sur le territoire. Voilà un peu les 2 champs sur lesquels on agit. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Vincent Vigneault. Cette année, j'ai suivi une formation entrepreneur de l'économie sociale et solidaire, donc à l'Institut régional universitaire polytechnique de Saint-Étienne. Et dans le cadre de cette formation, qui se faisait en alternance, j'ai travaillé avec l'association Léo Lagrange Centre-Est. Et cette association, elle possédait, quand j'ai commencé, un centre d'accueil et d'orientation à Saint-Beauzire, donc en Haute-Loire. C'est une petite commune près de Brioude, de la sous-préfecture. Et on est tout près en fait du Cantal et du Puy-de-Dôme. Donc dans le cadre de cette formation, il fallait mener un projet. Et le projet que j'ai pu mener avec l'ensemble des parties prenantes, c'est un projet qui s'appelle l'ALOCO. Donc l'ALOCO, ça fait référence d'abord au lieu-dit. Donc le lieu-dit sur lequel se trouve la structure, c'est la gare. Donc ça portait tout ce sens. Et bien sûr l'ALOCO aussi pour locomotive, puisque la motivation, c'est aussi le carburant avec lequel le projet souhaite se mettre en œuvre. Et bien sûr la loco comme moteur pour un territoire. Donc le centre d'accueil et d'orientation de Saint-Beauzire, il est ouvert depuis 2015 et il s'est transformé en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et centre d'accueil pour des réfugiés réinstallés tout récemment, puisque c'était en septembre 2019. Donc le but de notre projet, en fait, nous, c'est de travailler sur l'intégration et l'insertion de ce public, que sont les demandeurs d'asile, mais également les réfugiés, puisqu'on a la chance, pour ceux qui obtiennent le statut, d'avoir des réfugiés dans nos structures, et de leur permettre de s'intégrer dans la société française d'abord, mais avant tout aussi sur le territoire, et tout cela grâce à tous les acteurs qui sont présents, donc avec un objectif sociétal, si on veut, hein, et travailler sur le vivre ensemble, et transformer les mentalités aussi par rapport à ce public-là. Voilà.
Merci beaucoup. Du coup, on a une présentation effectivement qui est assez individuelle, parce que là, on a quand même 3 individus en face de nous, mais ces individus-là, vous représentez quand même une dynamique collective, et cette dynamique collective, elle est quand même marquée par quelque chose, c'est qu'à un moment ou un autre, ça démarre, ça débute, et identifier comment débutent ces dynamiques collectives, dont ces 3 individus vont nous parler, c'est extrêmement important dans une démarche d'innovation sociale, parce que on n'innove pas socialement tout seul. C'est une évidence. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, mais comment ça marche ? Qu'est-ce qui se passe entre des individus à un moment ou un autre pour que s'enclenche un processus ? Quelle est l'aspiration, puisqu'on parle bien de ça, c'est l'aspiration à un idéal, il y a quelque chose qui est de l'ordre du partagé avec d'autres individus, on aspire à ensemble. Comment ça se passe concrètement que cette aspiration-là et finalement, dans vos projets, à quoi elle a ressemblé cette aspiration, quel a été le moteur de départ, et comment celle-ci s'est mise en œuvre dans un collectif. On a besoin de le comprendre par ce prisme-là, le ensemble et l'aspiration. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? On va commencer par toi, Florian, si ça te va. En 6 minutes. C'est ça ? Ou moins, ouais, ok, super. On va le faire en roue libre. Alors du coup, comment ça a commencé ? Alors déjà, sur la fabrique, on était 3 porteurs de projets à l'origine, à la création en 2016, mais l'histoire a commencé bien avant. Ces 3 personnes, dont je fais partie, ont été investies sur le territoire dans différentes associations, collectifs. On a pu occuper différents postes bénévoles dans des assos, des présidences d'assos, des responsables d'événements ou autre chose. Et puis en 2008, je crois, on a créé une association qui n'est pas celle-là, pas la fabrique, une autre, qui s'appelle Monte en Scène, où on a pu plus se rencontrer et rencontrer d'autres gens. Et à cette époque, on était sur notre territoire rural, sur des logiques de chapelle. On appelle ça comme ça, c'est-à-dire que chaque village fait son truc dans son coin, et quand on est d'un village, on n'est pas de l'autre, hein, en gros. Et cette association, cette première association qui s'appelle Monte en Scène, a un peu décloisonné ça, c'est-à-dire que voilà, les gens travaillaient, les jeunes essentiellement travaillaient ensemble pour monter des événements culturels et donc des rencontres entre les villages, et ces événements étaient itinérants et progressivement on a vu le public commencer à suivre cette association et à sortir de son village. Donc ça c'est un premier constat, et en tout cas un premier souhait, c'était de faire des choses ensemble et de décloisonner. Ça c'est le premier. Sur ces trois personnes, du coup, petit à petit, cette association Monte en Scène et d'autres actions ont aussi orienté des parcours professionnels, c'est-à-dire qu'on n'était pas forcément parti pour faire des études dans ces domaines-là, et finalement on y est allé, c'est-à-dire qu'il y en a qui étaient plutôt dans des parcours d'ingénieurs, rien à voir, et qui finalement sont devenus techniciens son et lumière. Voilà. Ça a aussi orienté les parcours dans ce sens-là. Et une fois qu'on avait tous fait notre vie pendant quelques années à bosser à droite à gauche, on s'est dit, mais en fait, sur ce territoire où on est né, parce que c'est le cas, où on a déjà eu des actions, il n'y a pas d'acteurs professionnels dans ces champs des arts et de la culture. Et pourtant, il y a plein de demandes, plein de questions. Est-ce qu'on n'aurait pas une réponse à apporter avec les compétences qu'on a développées ailleurs ? Donc c'était aussi cette question de rendre un peu au pays ce que le pays nous avait apporté. Et puis, il y a aussi cette trame de fond de l'objet artistique et culturel, de se dire voilà, comment on peut aussi aider à devenir de plus en plus citoyen, comment impliquer les gens, comment continuer à développer la vie associative dans le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire avec la montée de l'individualisme, du capitalisme et de tous ces drames qui nous arrivent sur la gueule. Il y a pourtant des super belles choses qui se passent sur ce territoire et qui se sont passées. Comment on maintient la flamme, et comment, au-delà de la maintenir, on fait exploser le feu, quoi. Et donc c'est un peu comme ça qu'est née la fabrique, c'était de se dire, voilà, tous ces acteurs qui sont un peu isolés, ils ont besoin d'outillage, ils ont besoin de compétences, ils ont besoin de rencontres, ils ont besoin de se connaître entre eux. Et en fait, nous, c'est là qu'on a amené voilà, notre patine et ce qu'on savait faire, quoi. Donc on a créé l'association un peu dans ce but-là, avec 2 projets à la base qui étaient vraiment de l'outillage pur et dur, qui était un constat sur le territoire. Il y avait cette demande-là, il y a eu des rencontres dans le cadre feu des CDDRA, Contrat de développement rural Rhône-Alpes, un truc comme ça, qui était un super projet où il y avait de l'argent posé sur des territoires et le territoire se questionnait sur ses besoins, ce qui n'est plus le cas avec
les nouvelles politiques, mais en tout cas ça existait. Et il y a eu des rencontres qui ont été faites avec les acteurs associatifs et il y a eu des besoins qui ont émergé sur on est une chorale, on fait des spectacles, mais on est éclairé au néon, c'est dégueulasse et les gens n'entendent rien. Je résume et je grossis le trait, mais en gros c'est ça. D'autres qui disaient nous on fait des choses mais personne ne le sait parce qu'en fait on est 3 bénévoles, on pose 2 affiches, on n'a pas de sous, on ne sait pas comment faire. Et donc c'est les 2 projets qui ont émergé, ceux dont on va le plus parler aujourd'hui je pense, c'est le Calepin et la CUMA. Ce Calepin qui est donc cet agenda en ligne où les gens créent un compte, postent leur événement. Nous on fait que modérer, mais c'est eux qui sont moteurs du dépôt, à la différence d'une logique d'office de tourisme où les offices enregistrent et notent, etc. Nous là, l'idée c'est d'investir les gens, qui soient moteurs. Il y a l'outillage, mais on ne va pas le faire pour vous. Pardon, il y a l'outillage, mais on ne va pas le faire pour vous. À vous de vous mobiliser aussi. Voilà, et du coup aujourd'hui c'est 1500 abonnés à la newsletter et un super outil sur le territoire avec chaque semaine une trentaine d'événements qui sont mis en ligne sur un petit territoire de 40 000 habitants. Donc c'est quand même assez fort. Et puis l'autre outil c'est la CUMA. C'était ce constat de se dire une quinzaine d'associations aujourd'hui font partie de cette CUMA. Chaque association avait un parc petit ou gros de matériel technique, donc son, lumière, scène, pendrillon, etc. Chacun l'utilisait 3 semaines dans l'année, le stockait dans une grange ou dans un ancien poulailler. Il n'était pas assuré, il était mal entretenu, etc. Et du coup, on s'est dit, sur le territoire, il y a 15 assos qui ont du matériel, mais il y en a 70, 80 qui n'en ont pas et qui en auraient besoin. La fameuse chorale qui est au néon. Et donc, voilà, l'aspiration, c'était de se dire comment on crée du commun, comment on crée une nouvelle richesse qui va bénéficier à tout le monde, même s'il y a une propriété à la base qui est à certains, comment on crée un système qui fait que cette propriété individuelle devient un projet collectif, une propriété collective qui va aller au service de tout le monde sans que personne n'y perde rien, en gros. Super, merci. Donc on voit bien effectivement que cette idée de commun et de faire commun est un point de départ à la dynamique, que quand même un point de départ qui va donner une identité très particulière au projet, inévitablement. Et puis cette idée de faire territoire autour d'une identité ouverte et particulière aussi, liée à vos 3 profils de départ, est quand même quelque chose qui va aussi être important dans la génétique de départ. Donc on voit bien effectivement que cette notion d'aspiration, elle va habiter votre projet. Une autre manière d'aspirer aussi au départ à un idéal, Emmanuel va nous expliquer comment ça s'est passé autour d'ALS spécifiquement et avoir des précisions sur comment ça s'est exprimé tout ça. Oui, alors l'idée du projet d'Alternative Hôtel est née en fait à l'issue d'une réunion avec la vice-présidente de l'époque du conseil général à l'époque du Puy-de-Dôme, parce que donc j'étais président de la CIMAD et j'allais avec mes camarades de la LDH, de RESF, on venait dire tout ce qui n'allait pas, parce que les familles qu'on suivait, elles étaient placées elle passait de l'hôtel à la rue, de la rue au CHRS et du CHRS à l'hôtel, et puis de l'hôtel à la rue, puis au CHRS, etc. Et qui étaient comme ça ballottées dans la ville. Et du coup, les fondamentaux, les besoins fondamentaux n'étant pas remplis, nous derrière, on n'arrivait pas à lancer des démarches administratives forcément avec les gens, puisque ce qu'on dit, on ne peut pas philosopher le ventre vide. Donc, il faut d'abord répondre à des besoins primaires pour pouvoir aller plus loin. Et donc, à l'issue de cette réunion, je lui ai dit, mais un peu en off, parce que l'idée m'était venue après la réunion, une fois qu'on avait dit tout ce qui n'allait pas. Je lui ai dit, mais si je compte bien, comme ça, une cote mal taillée, l'hôtel, ça vous coûte tant. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux pour moins cher que l'hôtel, puisque l'hôtel, les gens ils ont du mal à être suivis, ils sont dans un cercle vicieux, puisque du coup ils n'ont pas les ressources nécessaires pour changer leur situation sociale. Donc du coup elle a dit d'accord, essaie de me pondre un projet. Donc du coup, c'est là où j'ai été chercher des gens qui hébergeaient déjà ce public-là, donc les familles déboutées du droit d'asile,
donc ce qui était le secours catholique et le secours populaire, qui le faisaient sur leur fonds propres. Et donc forcément, à un moment donné, leur trésorier leur disait bon, ça serait bien de trouver une autre solution parce qu'on est en train de faire le boulot des autres et nous, nos ressources ne sont pas extensibles. Donc c'est là où on a monté donc cette première équipe projet. On en a fait donc l'association Atelier Logement Solidaire. Et là, on a commencé à construire ce projet. Et donc l'intérêt, c'est qu'on allait. Donc il y avait en gros une équipe opérationnelle qui était avec moi et Julie Jouve au départ, qui était dans l'association. On grattait, on faisait les recherches, on faisait les études de qu'est-ce qui existait ailleurs, puis on voyait que rien n'existait. Donc on avait des allers-retours comme ça avec les autres associations pour valider les directions, les options qu'on prenait, etc. Penser à comment on peut monter ce genre de choses. Et on avait des points aussi avec l'équipe du Conseil général pour valider aussi l'avancée de la conception. Donc voilà un peu comment ça s'est fait. Dans les aspirations, bien sûr, la première, c'est d'essayer de trouver une solution pour casser ce cercle vicieux de la précarité. Parce qu'on voyait que les gens, ils tournaient en boucle, ils étaient coincés dans la précarité, il en arrivait et puis il n'en sortait pas. Donc forcément, ça embolie tout le système et ça explose. Et alors, dans les aspirations personnelles, mais qui illustrent bien, à mon avis, l'esprit de cette équipe projet à l'époque, et qui revient un peu sur les aspirations aussi de la CISCA. Il y a une citation de Jean-Baptiste André Gaudin que j'aime beaucoup, qui est le fondateur du Familistère, qui est créez toujours au profit du peuple les instruments de son bien-être et vous aurez créé les instruments de sa puissance et de son émancipation. Donc ça, c'est un peu un leitmotiv. Moi, c'est quelqu'un qui je partage beaucoup de choses. Et c'est un peu aussi un leitmotiv. Oui, si on met l'idée de base du projet, c'était exactement ça. C'est si on veut que les gens s'en sortent, il faut les mettre dans des bonnes conditions. C'est-à-dire, si on veut qu'une plante grandisse, il faut l'arroser. Il ne faut pas la mettre à côté du radiateur sans eau. Si on veut, on le fait aussi pour les entreprises. Si on veut qu'elles soient florissantes, on ne les met pas dans un endroit non propice. On les met proches des voies de communication. On leur donne les fonds qu'il faut, les outils qu'il faut, les ressources humaines qu'il faut. Donc, un individu, c'est la même chose. Si on veut qu'il sorte de la précarité, il faut se baser sur la confiance et il faut lui donner les bonnes clés, les bonnes ressources. Sinon, c'est pas avec le couteau sous la gorge qu'on va arriver à en faire quelque chose. C'est pas en menaçant de supprimer les allocs qu'on améliore l'éducation parentale. Voilà. C'était un peu l'idée de base, on va dire, le postulat de l'équipe projet. Dans les aspirations, ce qui était très fort entre les associations aussi, c'était de concrétiser la notion d'hospitalité dans la société, puisque on le voit, c'est une notion qui est en tension dans notre société, où accueillir l'étranger, accueillir le différent, c'est quelque chose qui est vraiment en tension, et en même temps, c'est quelque chose qui construit notre humanité. C'est par le fait qu'on soit capable de ça qu'on développe notre humanité collective. Et dans les aspirations qu'on avait, c'est donc créer un instrument pour incarner cette hospitalité et le fonder autour des principes de coopération, d'émancipation et de soins. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas de mettre des ultimatums sociaux aux gens, c'est plutôt de prendre soin d'analyser quels sont leurs besoins et d'essayer de mobiliser le plus de ressources possibles pour leur permettre de trouver des solutions. Donc dans les constats qu'on avait, donc déjà il y avait une volonté politique qui était là, et ça c'est important. Pour nous, en tout cas dans notre cas, c'était très important. Le conseil départemental était déjà engagé sur un principe à l'époque qu'un enfant à la rue est un enfant en danger. Donc faute de solution, c'était la solution hôtelière qui était choisie. Et voyant, nous, on venait dire que c'était pas satisfaisant parce que les gens étaient bloqués dans une situation. Et donc on a posé le principe de la permanence du logement. C'est-à-dire que
on se dit la clé de voûte, ça va être de mettre les gens déjà dans des bonnes conditions d'hébergement, où ils puissent reconstruire une vie de famille. C'est tout bête, mais dans un hôtel, on ne peut pas manger en famille. C'est pas autorisé. C'est pas conçu pour, alors que dans un appartement, c'est conçu pour. Et en recomposant la vie de famille, déjà, il y a tout un tas d'autres processus qui peuvent être menés. Il y a le fait qu'on ne change pas tous les 4 matins, donc du coup, il y a une meilleure visibilité pour le public concerné et le public bénéficiaire, et donc il peut commencer à se projeter. Donc c'est aussi une décomposition importante. Et donc quand on a fait ce constat-là, qu'il y avait ce besoin-là, une volonté, il manquait un instrument, et on l'a posé sur ce principe. Alors maintenant on appelle ça le logement d'abord, mais on en faisait sans savoir que ça existait. Donc on pose le principe d'un hébergement, on va dire en appartement, qui soit sur le long terme. On a posé le projet. Un deuxième pilier, c'est sur l'accompagnement professionnel. Donc on a une équipe de travailleurs sociaux qui s'occupe du suivi social des familles hébergées. Et le troisième pilier, c'est l'accompagnement solidaire. Donc c'est là où on va essayer de mobiliser les ressources du territoire pour offrir à ces familles, à ces individus, d'autres ressources, d'autres moyens, d'autres outils pour développer leurs propres capacités. Alors ça, pour nous, c'était important. Alors, ce qu'on appelle maintenant l'empowerment, mais on n'a pas attendu les termes anglais pour en faire en France, qui s'appelle soit l'émancipation ou ce que les Québécois appellent la capacitation. C'est un peu bizarre, mais voilà. Merci. Donc on voit bien effectivement l'importance de sortir du cercle vicieux de la précarité pour entrer dans un cercle vertueux de l'émancipation, s'il fallait résumer. Et cette aspiration-là, on voit bien à quel point elle peut être incarnée dans des approches historiques avec Jean-Baptiste Gaudin qui a déjà fait des choses il y a tellement longtemps qu'on voit bien qu'on réinvente rien et que finalement cette humanité-là, elle existe depuis longtemps et heureusement. On va aller en Haute-Loire. La Loco, Vincent, quelle aspiration du coup au départ? Comment le collectif vise un idéal et comment il s'exprime? Eh bien, écoute, pour te répondre, tout d'abord, je parlerai sous le contrôle de Didier Luce, qui est présent aujourd'hui au fond de la salle, qui m'a accompagné. Donc, Didier, c'est l'ancien directeur du CAO et qui est aujourd'hui bénévole avec moi et qui porte le projet avec l'équipe projet. Tout d'abord, je dirais que la Loco, c'est un projet dans le projet. Il faut savoir qu'en 2015, quand Léo Lagrange a proposé son aide à l'État pour accueillir les demandeurs d'asile et notamment les migrants avec la fermeture de la jungle de Calais et toutes ces problématiques de ces personnes qui étaient sur notre territoire et qui vivaient dans des conditions indignes. Elle a pu ouvrir cette structure, mais elle y a apporté aussi ce qui la caractérise. Avant tout, c'est une association d'éducation populaire et qui, si elle a répondu à cette problématique à cet instant T, c'est pour répondre à des besoins sociaux qui naissent à un moment précis ou qui deviennent de plus en plus importants. Donc cette structure, elle s'est ouverte à ce public migrant et de demandeurs d'asile, mais elle s'est également accompagnée en fait d'une ouverture sur le territoire, donc aux bénévoles bien sûr, tous les gens, et le territoire brivadois est particulièrement engagé de ce côté-là avec plusieurs associations qui sont très mobilisées. Elle s'est ouverte donc à ces gens qui souhaitaient participer à la vie du centre, aider ces gens-là pour leur intégration, mais aussi pour des besoins plus primaires. Mais également, petit à petit, elle s'est ouverte à la population. Et cette structure, elle a été construite en fait sur un ancien centre de loisirs. Donc sur le territoire, le CAO de Saint-Beauzire, avant, c'était un centre de vacances, pardon. Donc voilà, l'infrastructure était reconnue comme ça sur le territoire. Et en s'ouvrant petit à petit aux bénévoles et à la population, on s'est rendu compte que la création de ce lien social, il permettait de faire des choses extraordinaires sur le territoire, que ce soit bien sûr pour notre public, pour les conditions de vie qu'il pouvait avoir, le temps en tout cas où il habitait la structure, et également par la suite lorsqu'il y a eu des réfugiés, puisque ces réfugiés, puisqu'ils avaient créé des liens sur le territoire, ils ont voulu rester. Et puis il y a eu des opportunités où ils ont pu s'intégrer par le travail, par le logement, sur la société, en étant toujours accompagnés et en revenant toujours également au centre d'accueil et d'orientation, puisque c'était devenu un lieu un peu repère.
Cette rencontre aussi, donc pour vraiment parler du projet Laloco qui s'est formalisé, si je puis dire, donc quand je suis arrivé et que j'en ai discuté avec la direction au mois de novembre 2018, il avait déjà été préparé en amont. C'est-à-dire qu'il faut savoir que jusqu'en 2019, les CAO, ce n'est pas des structures pérennes. Donc c'était des agréments de 6 mois, d'1 an. Donc la vie dans la structure, c'est une vie entre guillemets de précarité, même pour les employés, puisqu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Donc il y avait déjà, et moi c'est ce qui m'a séduit en tout cas quand je suis arrivé, cette volonté d'apporter des solutions, d'être toujours en veille et de se dire, et si demain ça s'arrête, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour que ça continue? Donc déjà, il y avait déjà cette idée-là de trouver des solutions, que l'activité continue ou qu'elle s'arrête. Et notamment, je pense à une commission qui s'appelait Sortie du CAO, qui avait été mise en place pour réfléchir à des alternatives. Donc quand on a formalisé le projet Laloco, ça a été cette rencontre, en tout cas moi, enfin mes aspirations personnelles, celle de l'association, et ce qui était incarné bien sûr par les professionnels de la structure, par tous les bénévoles. Et également, on peut souligner, ce qui était important, ça a été dit tout à l'heure avec l'appui politique, du maire de la commune, qui, pour s'engager souvent sur un projet comme celui-ci, accueillir des migrants, c'est pas forcément évident, il y a eu beaucoup de problèmes, et quand vous avez un maire qui soutient ça, c'est vrai que ça facilite les choses. Et sur ce projet, Laloco, pour l'intégration et l'insertion, il était partie prenante aussi, et il nous soutient encore aujourd'hui, donc c'est vrai que ça a apporté beaucoup. Donc le projet, il est, disons, vraiment à l'échelle d'un territoire, mais il veut aussi porter un modèle plus fort de transformation. C'est-à-dire que ce qu'on a pu se rendre compte avec ce qu'on avait mis en place avec tous les partenaires, c'est que ça fonctionnait. C'est que l'image qu'on pouvait avoir de ces gens-là, quand on vient, par exemple, on met en place, nous, des repas solidaires, quand on vient voir ce qui se passe, qu'on discute avec ces personnes, on se rend compte qu'elles sont comme nous, qu'elles portent une histoire parfois lourde avec des problématiques, mais on est loin de l'image qu'on peut avoir à la télévision. Mais tout ça aussi, ça s'est construit au fur et à mesure parce que le lien social s'est construit, des activités se sont mises en place, etc. Donc quand vous proposez à des personnes des moyens de s'inscrire dans la société, des moyens de ne plus penser uniquement aux problèmes, à s'ils vont pouvoir rester, à s'ils vont devoir partir, parler de leur traumatisme, bien sûr, eh bien on se rend compte que c'est positif pour tout le monde. Et l'ampleur du projet, elle a dépassé simplement la réponse à l'accueil de notre public. Et on a vu que pour le territoire, ça permettait d'avoir des gens qui se formaient plus rapidement, puisque les moyens qui sont mis en place, entre guillemets, par l'État, pour les demandeurs d'asile, c'est surtout lorsqu'ils deviennent réfugiés et qu'ils signent le contrat d'intégration républicaine. À ce moment-là, il y a les cours de langue, il y a un accompagnement qui se met en place. Mais il n'y a rien qui est proposé avant, si ce n'est d'inciter les structures porteuses à se tourner vers le partenariat, etc. Donc nous, c'est ce qu'on a pu faire, le partenariat, le travail aussi en interne. Et tout ça, ça a permis ensuite aux différentes entreprises sur le territoire qui avaient parfois des besoins. Donc je vais prendre un exemple, une petite scierie dans une petite commune rurale qui n'avait plus personne, puisque personne ne voulait aller travailler là-bas. Eh bien nous, on a eu un réfugié qui cherchait un emploi et qui y est allé, donc qui a passé quelques temps, et puis ensuite d'autres. Donc voilà comment en fait on s'est vraiment rendu compte que si on faisait un travail en interne, qu'on accompagnait par le lien social et par l'ouverture sur le territoire, on pouvait également apporter au territoire et que le projet il dépassait en lui-même la réponse à un besoin de départ. Merci beaucoup. On voit bien comment effectivement le point de départ de ces innovations-là sont difficilement identifiables parce que ça se diffuse dans quelque chose qui est en cours. Voilà, c'était déjà là. Il y a du lien social qui est déjà en cours dans vos structures ou plus ou moins dans vos entourages. Et puis il y a un moment où la cohésion se fait entre des individus et puis émerge quelque chose qui est assez inattendu. Et à ce moment-là, s'engage quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre d'une stratégie à mettre en œuvre, mais qui est bien quelque chose de, on fait vivre ce lien-là, et puis ça donne forcément quelque chose. Voilà. Il y a un peu ce côté-là, alors c'est très romanesque dans la parole, mais fondamentalement c'est bien comme ça que ça se passe. C'est que c'est d'abord une histoire d'individus, c'est d'abord une histoire de personnes qui croient
être capable de faire des choses ensemble et de le mettre en œuvre. Et finalement, il n'y a pas de visée stratégique à tout ça. Et il n'y a pas derrière une volonté d'être efficient dans cette visée stratégique, mais vraiment une volonté de faire ensemble et de faire ensemble pour le bien du territoire. Alors du coup, là, ça va me permettre de passer à la deuxième étape du processus d'innovation sociale. C'est comment on vit. Une fois que ça a démarré, une fois que cette aspiration elle est en train de se réaliser, comment vit ce processus d'innovation sociale. Là, je pense qu'Hélène va me détester parce qu'on avait prévu 3 points autour de ce processus-là, et puis on va en faire que 2 parce que le temps passe trop vite. On va se concentrer sur les 2 points essentiels. Le premier, c'est la question de l'ancrage territorial, mais en fait, inévitablement, on va passer plus vite sur cette question-là parce qu'on voit bien que déjà dans l'aspiration, la manière dont vous exprimez les choses, on ne peut pas imaginer que ces projets-là que vous portez soient autres que ancrés dans un territoire. C'est une histoire d'être humain, c'est une histoire d'individus, c'est une histoire d'individus qui se reconnaissent dans leur volonté de réaliser quelque chose. C'est forcément ancré dans un territoire d'interconnaissance. On se connaît avant tout. C'est pas, on fait pas ça sur les réseaux sociaux numériques avec des gens qui sont aux 4 coins de la planète, et on fait pas ça sur alors, je sais plus, on en parlait encore hier, les marchés en ligne, marketplace ou je sais pas quoi, voilà. Bon, des trucs complètement hallucinants quand on pense que là, à ce moment-là, il n'y a plus question de lien social. Là, on parle pas du tout de tout ça. On entend parler d'histoires d'êtres humains qui, du coup, sont forcément ancrés dans un territoire commun. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et qui va nous différencier d'autres démarches dont Florian parlait tout à l'heure assez bien, c'est-à-dire des démarches qui aujourd'hui nous causent un certain nombre de torts. Je passerai là-dessus. On voit bien du coup la nécessité d'être ancré dans ce territoire, dans le processus de vie de votre projet, c'est-à-dire que ce sont avant tout des habitants de vos territoires qui vont faire vivre vos projets. La deuxième chose importante dans la vie de vos projets, ça va être, c'est quand même une question extrêmement importante, c'est le modèle économique que vous allez faire vivre à l'intérieur de vos projets, parce que c'est quand même une question qui arrive très vite. Et la spécificité des dynamiques d'innovation sociale, c'est que les modèles économiques sont des modèles qu'on dit hybrides, c'est-à-dire que justement, l'idée, et on va bien le voir avec les 3 projets, c'est de se sortir de la contrainte du marché concurrentiel et d'essayer d'aller vers les liens sociaux, la mutualisation, la réciprocité, des liens avec les individus pour éviter de se retrouver contraints aux règles du marché et plutôt contraints aux règles du lien social, qui sont quand même des contraintes qui sont plus faciles à vivre, en tout cas plus... on est d'accord, on souhaite quand même un peu plus vivre ces contraintes-là que les contraintes du marché. Et donc, dans ces modèles économiques des innovations sociales, il y a en fait quelque chose qui va diminuer un petit peu la place du marché et puis remettre un petit peu l'homme au centre de tout ça. Et du coup, de la mutualisation, de la coopération, vous allez nous en parler. Puis un deuxième point, si vous voulez, on va finalement l'enchaîner si ça vous va. C'est très lié aussi à la vie de vos structures. C'est le modèle économique, certes, mais il y a aussi le modèle d'organisation, c'est-à-dire comment les êtres humains qui habitent vos structures se coordonnent, coopèrent, travaillent ensemble, prennent des décisions ensemble. Et là aussi, il y a quelque chose de très particulier dans les innovations sociales. C'est que l'idée, c'est quand même, effectivement, si on vise une transformation, c'est d'avoir des modèles plus vertueux en termes de prise de décision, et plus vertueux, c'est plutôt la quête de démocratie, d'horizontalité, de délibération, de participation de chacun, et des modèles qui sont du coup plus horizontaux et moins verticaux. Et là aussi, vous allez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne chez vous, précisément, comment on fait vivre un collectif plus horizontal et démocratique, puis comment on apprend à faire démocratie finalement dans des structures comme les vôtres. Et c'est, semble-t-il, quelque chose qui semble important aujourd'hui. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un petit peu rapidement de vos modes d'organisation démocratique et de vos modèles économiques hybrides. Sur le modèle d'organisation démocratique, je vais donner la parole peut-être tout de suite à Vincent pour nous parler de la loco. Bon, tout d'abord, donc pour parler de ce projet, bien sûr, il implique à la fois au départ la direction de l'établissement, mais également, bien sûr, les usagers, les bénévoles et les habitants. Donc la question en fait des habitants, elle est aussi importante dans ce projet, c'est important d'y revenir, puisque pour le maire, mais aussi bien sûr pour nous et dans notre démarche,
les personnes que l'on accueille pour quelques mois, pour les demandeurs d'asile ou les réfugiés qui vont rester plus longtemps, ce sont aussi des habitants. Et c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte. Donc il y a plusieurs choses. Au sein de la structure, donc le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est une structure qui appartient aux établissements sociaux et médico-sociaux. Donc il y a un conseil de vie sociale qui a été mis en place, donc là qui est vraiment propre à la structure. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le projet, nous, il est porté par le comité d'usagers. Donc le comité d'usagers, c'est ce qui permet à Léo Lagrange Centre-Est d'être une association locale sur le territoire. Donc c'était important. Et l'association insiste beaucoup là-dessus pour que les directeurs des différentes structures mettent en place un CU qui permet ensuite à l'association d'être locale. Dans cette instance, en fait, le comité d'usagers, il accueille, il est organisé tous les 2-3 mois environ, et il convie tout le monde. Donc tout d'abord les usagers eux-mêmes, mais ensuite les bénévoles, les habitants, des gens qui suivent un petit peu ce qui se fait au centre, mais qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Il y a des professionnels également, des partenaires, des directeurs d'associations, des présidents d'associations, ou même parfois des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc toutes ces personnes, elles viennent ici soit pour s'informer un petit peu de ce qui se passe, de la vie du centre, pour émettre des inquiétudes, pour proposer des choses. Donc voilà, c'est une instance qui permet à tous ces gens de se retrouver, et c'est là aussi que peuvent naître les projets. Donc le projet, il est porté par cette instance, et de façon plus spécifique par une équipe projet. Donc je fais partie de cette équipe projet avec Didier aussi au titre en tant que bénévole. Il y a aussi quelques autres bénévoles qui sont là depuis un certain temps, qui ont connu toute l'évolution de la structure. Il y a des nouvelles personnes aussi qui sont arrivées il y a peu et qui souhaitent s'investir dans le projet spécifique à l'Holoco. Et bien sûr, pour ce qui est des usagers, des habitants du CADA et du CLAE, on a mis en place, en fait, pour les intégrer, toute la difficulté, c'est bien sûr la langue. Donc ils assistent à des cours de français, il y a de nombreux cours qui sont mis en place. Et on a organisé des petits séjours, on en a organisé 3, où on est parti 3-4 jours à la campagne, ce qui nous a permis de nous retrouver en petit comité, de réfléchir sur toutes ces questions, d'essayer de leur parler, de leur présenter le projet, qu'est-ce qu'on voulait mettre en place avec eux. Et sans le savoir, ils étaient déjà impliqués dedans, et c'est ce qui a pu ressortir. Et leur parole, elle a été assez riche. Et je pense qu'ils ont bien saisi en fait tous les enjeux, et ils se sont mis en effet à proposer des choses, à se rendre compte qu'eux-mêmes ils étaient des bénévoles, puisqu'on en a certains qui par exemple qui font la cuisine, qui aident les cuisiniers à faire la cuisine, ou qui s'investissent auprès de l'agent d'entretien, ou même dans des actions un peu plus larges. Donc on a inculqué ça, et au fur et à mesure de ces différentes réunions qu'on a fait avec eux, le projet il s'est structuré autour de ces différentes propositions, et chacun a pu prendre sa place. Donc comme vous avez pu le voir, le projet a été formalisé depuis assez peu, hein. Donc on est toujours nous dans une phase de construction. Il n'a pas complètement abouti. Et simplement pour vous donner le but, ce qu'on escompte actuellement, on a contacté la caisse d'allocation familiale, et l'objectif c'est d'ouvrir en fait un espace de vie sociale, qui est une structure qui est très connue, hein. C'est un petit centre social notamment. Et pour cela, en fait, on s'est rendu compte que ce projet il rentrait totalement en fait dans les projets qu'a la CAF avec ce type de structure sur un territoire, d'accompagner le vivre ensemble, l'échange de savoir-faire. On a par exemple des ateliers couture où se rencontrent des habitants et des usagers avec des méthodes différentes. Donc voilà, c'est tout ce tissu qui est mobilisé. Et outre ces instances-là, il y a aussi toutes les actions qu'on mène et qui donnent de la visibilité à ce qu'on peut faire, à la dynamique qu'on essaye de créer, avec les partenaires, les différentes associations. Alors elles sont caritatives, elles sont également sportives ou culturelles. Et on a pu mettre en place, demain, il y a le Festival des Solidarités qui se déroule à Brioude. Donc on a travaillé avec eux à faire des petits ateliers, des choses comme ça. Donc ça montre sur le territoire qu'on peut construire ensemble. Et je pense que c'est la force aussi du projet, ce qu'on met en avant, puisqu'il existe déjà des structures aussi, bien sûr, sur le territoire qui ressemblent un peu à ce qu'on fait. Ce que nous, on essaye vraiment de valoriser, c'est que pour que ça change à une échelle territoriale, donc nous, c'est une communauté de communes environ, c'est plusieurs communes concernées, c'est que chaque acteur doit se sentir
intéressé par ce qu'on fait, faire un pas de côté par rapport à son action. Je pense notamment aux entreprises. On travaille avec plusieurs entreprises qui ont embauché certains de nos résidents. Et ces entreprises, elles se rendent compte aussi qu'elles participent plus qu'à j'emploie pas seulement quelqu'un, je participe au changement aussi des mentalités, et ils s'investissent plus qu'en tant que chef d'entreprise, ils apportent quelque chose en plus. Donc le projet, voilà, il mobilise comme ça, et c'est en tout cas la dynamique qu'on cherche à consolider et à continuer à mettre en œuvre, c'est ça. C'est comment j'implique ces différents acteurs qui sont souvent un peu cloisonnés au service d'un territoire et d'une cause. Oui, uniquement sur l'exercice démocratique. Oui. Dans le cadre de notre projet Alternative Hôtel, moi je dirais que l'exercice démocratique a évolué suivant les phases d'avancement du projet. Dans la phase conception, ce que je vous disais, il y avait donc une équipe de cheville ouvrière. Là, on était deux à faire les études, à cravacher, à concevoir, et puis une équipe projet avec qui on avait des allers-retours, qui pouvaient valider ou proposer, enfin avec qui on phosphorait, donc avec les trois associations. Et puis une validation encore d'un niveau au-dessus avec les équipes qui nous suivaient au conseil départemental du Puy-de-Dôme. Ensuite, vu qu'on était vraiment sur un projet qui n'existait pas ailleurs, donc on ne savait pas si on allait réussir, foirer, etc. Le début du projet a été plutôt expérimental. Et c'est comme ça que d'ailleurs on l'a conçu avec le conseil départemental pour qu'il puisse voir le jour. On s'est dit, les 2 premières années, c'est expérimental, et puis on verra à l'issue des 2 premières années si on continue ou pas. Donc la phase expérimentale, finalement, on a été plutôt discret. Savoir avant de communiquer à l'extérieur, etc., de savoir si c'était robuste, si c'était fiable et si c'était efficace. Et en phase expérimentale, là, l'équipe projet s'est transformée en association. Donc là, à ce moment-là, on a plutôt institutionnalisé finalement nos fonctionnements avec voilà, tout ce qui est le plus classique, un CA, etc. Et le projet en lui-même, Alternative Hôtel, on a créé des instances particulières, comme le conseil d'entraide, où là c'est une rencontre c'est un espace de rencontre, de discussion entre les bénévoles et les militants des associations qui viennent en aide aux familles qu'on héberge, et les travailleurs sociaux. Donc ça, c'est une innovation dans l'innovation, on va dire. On a créé ce truc-là parce qu'on avait bien conscience qu'on était sur une faille, en fait. On était sur un entre-deux entre le monde institutionnel et le monde militant, entre le monde politique et le monde social. Donc il fallait avoir des instances pour qu'on puisse dialoguer, qu'on puisse confronter les choses pour trouver des solutions. Donc il y avait ce conseil d'entraide qui est toujours un espace de discussion entre militants bénévoles et professionnels. Ensuite, dans ce projet-là, on a aussi monté une commission ad hoc, donc qui s'appelle la commission Alternative Hôtel, du coup, avec les équipes du conseil départemental, donc là qui n'était plus 1 ou 2 chargés de mission, mais une équipe sociale qui suit le projet et qui l'évalue au fur et à mesure du temps passé, on va dire, avec les équipes opérationnelles d'Alternative Hôtel. Donc il y a des choses très statutaires et conventionnelles comme un CA, une AG, un bureau, etc. Et puis des instruments un peu nouveaux qui permettent aux différents acteurs de coopérer entre eux, puisque c'était ça un peu la logique et une des fibres du projet. Et dans cette phase d'expérimentation, on a aussi vu qu'à un moment donné, il fallait dire si est-ce que l'expérience est concluante ou non. On a monté au moins une fois par an, si ma mémoire est bonne, un comité de pilotage entre les politiques de l'association et les politiques du conseil départemental pour faire le bilan de l'action et dire si oui ou non on continue, on arrête, on améliore, on augmente, etc. Et après, là maintenant, on est plutôt dans une phase de consolidation
Oula, bon, on a bien sûr toujours nos instances statutaires qui règlent la vie démocratique. Nous, on a fait le choix de fonder sur 2 collèges, un collège de personnes physiques et un collège de personnes morales, pour qu'il n'y ait pas uniquement des associations dans l'association. C'est-à-dire que pour nous, c'était important qu'il y ait des personnes physiques, c'est-à-dire des militants, qui s'engagent dans cette association, qui ont une représentativité politique à l'intérieur. Et on a même organisé le fait qu'ils aient la majorité. C'est-à-dire que pour que ça reste vraiment, qu'il y ait une fibre militante qui reste dans le corpus de l'organisation. D'un point de vue opérationnel, le conseil d'entraide, on voit que maintenant avec l'arrivée d'un 2e projet, du coup on se pose la question de qui doit être dans ce conseil d'entraide. Donc ça vient un peu chambouler le modèle qu'on avait au départ. Et on se pose aussi la question, parce que c'était dans les gènes du projet au départ, de comment on intègre le public bénéficiaire. Et ça, on n'a pas encore forcément trouvé les solutions, mais on ne désespère pas on teste. De toute façon, on a lancé un certain nombre de tests pour arriver à trouver, à remplir notre besoin à nous, qui est de vouloir faire avec eux. Et puis, je pense leur besoin à eux aussi, qui est d'intervenir sur des choses qui les concernent. Voilà. Et depuis quelques années, on a aussi lancé une espèce de processus de revue, on pourrait dire, ou un pas de côté pour réfléchir à notre processus, où là, on va faire intervenir tout ce qui gravitent autour du projet. Donc d'abord, bien sûr, les travailleurs sociaux, tous les salariés, et puis d'un autre côté, tous les personnes physiques et morales qui sont engagées, et on est en train de re-questionner notre projet associatif. Non seulement parce qu'évidemment, quand on est sur une faille, on va dire, ou quand on est sur un entre-deux, ou ce qu'on appelle dans d'autres milieux, en permaculture, on appelle ça la théorie de la frontière. Donc c'est là où il peut se passer des choses, mais en même temps, on est aussi sous contrainte, sous tension, et on est obligé d'avoir un dialogue constant pour pouvoir faire face à nos tensions. Donc il y a cette espèce de processus qu'on a mis en place il y a déjà 2-3 ans, mais qui s'affine au fur et à mesure du temps, où on est dans un dialogue permanent finalement, où on re-questionne notre projet par rapport à la réalité, puis la réalité, comment elle transforme notre idéal. Donc ça rappelle un peu le dialogue qu'il y a entre la praxis et la théorie dans le corpus dans la pensée de Marx, par exemple. Voilà. Il faut qu'on accélère juste un tout petit peu, parce qu'on est un tout petit peu en retard. On n'est pas vraiment très en retard, mais juste ce qu'il faut pour devoir accélérer un petit peu. Donc le mode d'organisation démocratique à la fabrique. Alors, moi, je vais détonner un peu là-dessus, parce que nous, quand on a créé la fabrique, l'urgence était le faire. C'est-à-dire qu'il y avait un constat, il y avait une urgence et il y avait des choses à faire. Donc, en fait, ça s'apparente un peu à une dictature au départ. C'est-à-dire que c'est 3 porteurs de projet dont c'est le métier qui se disent « Ok, il y a ça comme constat, on y va, on fait ». Donc, on a commencé par faire. Et ensuite, on s'est dit « Ok, on est bénévole, mais on veut devenir professionnel. Mais en même temps, on va mettre des bénévoles qui connaissent rien au projet et qui vont prendre des décisions sur un truc qu'ils ne maîtrisent pas. Quel est l'intérêt ?» Moi, j'avais une expérience professionnelle assez douloureuse avec des bénévoles qui étaient à l'ouest complet. Donc, on voulait surtout pas mettre des graviers dans le rouage. L'idée était de, l'urgence, c'est l'opérationnel et c'est d'y aller, quoi. Donc, ça s'est passé comme ça. On était les trois, Adrien, Robin et moi, à l'origine de l'association. Et puis, on a salarié Robin, et puis on a salarié Adrien, et puis j'étais tout seul au CA, donc il a fallu trouver d'autres gens. Donc, on a ouvert à d'autres gens. Je caricature, mais il y a quand même un peu de ça. On va dire sur la forme associative et dans le projet lui-même, ça s'est vraiment passé comme ça. Et là, la dernière AG, donc l'an dernier, 2 nouvelles personnes, 3. Donc maintenant, on est 5 au CA. Donc je suis au CA et Robin, Adrien sont salariés. Mais moi, j'ai un rôle qui est très proche du salarié. On est dans une espèce de micmac et de mélange où finalement, moi, je fais autant qu'eux, mais les autres membres du CA font moins que eux et moins que moi. Enfin, mais peu importe, ça marche. Ça marche, c'est efficace. Il y a des gens qui adhèrent à ça. Et voilà, on est parti plutôt sur cette posture du faire et le chemin, c'est clair, en avançant, comme on dit, en éducation populaire, et c'est vraiment notre ADN là-dessus. Derrière, donc ces différents petits projets qu'on a menés à l'intérieur de cette grande association, donc le Calepin, la CUMA et bien d'autres, en fait,
C'est là que se passe la démocratie chez nous, bon, même s'il y en a quand même ailleurs, hein, mais voilà. C'est là qu'elle se passe, c'est-à-dire que les gens se réunissent autour d'un objet qui leur parle, c'est-à-dire à la base c'est l'ACUMA, j'ai du matériel technique, je veux le mutualiser, c'est un intérêt pour moi, parce qu'il va servir à d'autres, donc je me sens utile, mais en plus je vais pouvoir emprunter du matériel en plus que je n'ai pas. Donc c'est utile pour moi. Et donc ces 14 associations se retrouvent régulièrement et échangent pour décider quel matériel nouveau emprunter, enfin acheter même. Enfin voilà. Et pareil sur d'autres projets autour du Printemps des Poètes par exemple. C'était une vingtaine d'associations, collectivités ou écoles, bibliothèques, etc. qui faisaient le Printemps des Poètes de manière isolée, chacun dans leur patelin. Nous, on a proposé dans l'action de dire « Ok, c'est super, tout le monde fait plein de choses, mais ça marche nulle part. Comment on peut faire pour que ça marche ?» Réunissons-nous 3 fois dans l'année, discutons de nos projets, montons un calendrier sur le mois de mars pour que les dates se télescopent pas, parce qu'on fait des choses en même temps dans le même village, ça n'a aucun intérêt. Comment le village un tel peut faire des choses avec le village l'autre, et ainsi de suite. Comment créer du commun, comment créer une manière de penser qui fait qu'on avance ensemble. Et du coup, c'est là que se passe pour nous l'intérêt démocratique, c'est dans cette manière de faire très concrète, et c'est une fois, en tout cas c'est notre approche, une fois que le concret et la réalité, les choses ont pu être faites et expérimentées par le corps, quoi, vraiment, et que ça a marché, qu'on peut commencer à réfléchir à ok, très bien, ça marche, maintenant allons plus loin. Comment on s'organise, quelle valeur on met derrière, quel projet associatif on va aller pousser un peu plus loin. Donc voilà un peu où on en est nous dans cette démarche-là. Donc là, l'ECA chez nous, il y a 5 personnes aujourd'hui. On est en pleine réécriture du projet associatif parce qu'on avait pondu un truc, parce que quelque part il fallait pondre quelque chose. Et aujourd'hui, il n'a plus aucun sens parce qu'il a évidemment évolué, il est en plein mouvement et petit à petit, chacun de ces projets isolés au sein de la fabrique, qui sont autour d'une 15-20aine, avec des collectifs très différents, petit à petit se crée un commun entre chaque et on arrive à tirer une trame commune tous ensemble. On voit que faire démocratie, ça s'apprend. Hein, du coup, c'est semble-t-il pas inné, et c'est vraiment un processus et ça s'apprend. Et on voit à quel point l'idée de faire a une capacité à faire aussi démocratie. Et du coup, dans le faire, il y a aussi très concrètement, et tu le disais, et on va continuer avec toi, Florian, concrètement, on fait démocratie en apprenant à le faire à petits pas. Et comment concrètement on fait économie si l'idée de l'association est de se sortir de la contrainte obligatoire du marché qui va avoir tendance à bloquer un petit peu la capacité d'innovation parce qu'on a peur, parce qu'il faut absolument faire de la presta pour pouvoir survivre. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités que de sortir de ça et concrètement arriver à trouver dans le lien, dans la réciprocité et la coopération, d'autres modalités pour faire économie que la simple prestation marchande? Comment ça se passe concrètement pour vous? Je vous vois pas, ça m'agace. Voilà, c'est mieux. Alors nous, dans l'asso, on a plusieurs ressources, les classiques, on va dire, marchandes avec un peu de prestations, etc. Quelques subventions, 2000 €, grosse subvention. Et puis un nouveau modèle de ressources qu'on a un peu testé, j'ai parlé essentiellement du projet de l'ACUMA sur le matériel technique. Donc très concrètement, ces 15 associations, elles ont un matériel, elles le mettent en commun. Donc, comme je disais tout à l'heure, il était stocké à l'arrache, pas assuré, pas entretenu et très peu utilisé. Le fait de le mettre en commun dans notre local, donc déjà, il est stocké, il est entretenu, il est assuré. Donc, c'est déjà super bien. Et comment chaque association s'y retrouve en termes de participer à ce projet, au-delà du côté très bisounours de « oh, c'est super, ça va servir à tout le monde », même si c'est très important. On a réfléchi à chaque association qui vient déposer du matériel. Mettons par exemple un exemple qui pour nous est emblématique. On avait une association qui s'appelle Cadence, qui chaque année fait un gala de danse. Pour faire son gala de danse, cette association louait un gradin, 3 500 €, et du son et de la lumière pour 1 500 € je crois. Donc on va dire une dépense de 5 000 € chaque année sur juste une utilisation. Voilà. En rentrant dans le parc, ils n'avaient pas de matériel. Ils se sont dit comment on peut faire pour rentrer et contribuer à cette dynamique-là. On leur a proposé d'acheter un gradin à 17 500 €. Donc c'est une grosse patate à mettre. Mais du coup, en mettant ce gradin dans le parc, ils ont un avoir de 10% sur le reste du parc. C'est-à-dire qu'ils mettent 17 500 € le gradin.
Donc ils n'ont plus à le louer chaque année, donc ils économisent 3 500 € chaque année, mais en plus, ils ont 10%, 1 750 €, un truc comme ça, 1 750 € sur le reste du parc. Donc avant, ils louaient pour 1 500 € de soins et de lumière, maintenant avec l'avoir du gradin, ils l'empruntent sur le reste du parc. Donc leur investissement est rentabilisé en 4 ans. Voilà, ça c'est une forme d'économie intéressante, réciprocitaire. Voilà. Donc c'est ce système-là, chaque association qui met son parc, voilà, truc tout bête, on a un centre social qui avait 3 fly cases, c'est les fly où on met les projos, etc. Il y en a pour une valeur de 300 €, valeur neuve, ils ont dit nous ces caisses on s'en sert pas, on vous les met, mais chaque année ils ont 32 € d'avoir. C'est pas grand chose, mais vu que nous les tarifs, on s'adresse uniquement aux associations du territoire sur les 50 communes, c'est des associations qui n'auraient pas eu les moyens de louer un matériel professionnel sur Lyon, Saint-Étienne ou autre. Donc du coup avec ces 32 € par exemple, cette année ils ont loué 2 micros pour un moment, et puis un petit gradin à mettre sur un spectacle. Et en fait ils ont passé leur avoir, ça leur a rien coûté. Mais le fait de contribuer à cette dynamique collective, ils s'y retrouvent et ça sert à d'autres. Enfin, voilà. Sur le modèle économique, alors nous du coup on était complètement hors marché pour plusieurs raisons. C'est que dans un marché c'est difficile de coopérer. On collabore à la limite, mais coopérer c'est difficile parce que dans un marché vous êtes entre deux acteurs économiques. Il y a un client et un fournisseur. Et on ne peut pas avoir de transparence, on ne peut pas partager l'information, on ne peut pas copiloter un service, ça c'est pas possible. Donc c'était clairement pas le modèle possible. Donc au contraire, on est plutôt dans une relation entre acteurs sociaux, c'est-à-dire entre un acteur associatif et un acteur politique, on pourrait dire une collectivité territoriale. Donc l'essentiel de notre modèle économique pour nous, il est hors marché et donc c'est le conseil départemental qui vient financer le projet. Et en fait notre rôle là-dedans finalement c'est de construire et de proposer un instrument qui va permettre à une collectivité territoriale de mener différemment des politiques publiques. Donc c'est l'aspect un peu réciprocité de notre modèle économique, c'est que ça va être davantage de dire de rendre plus efficace l'euro, le denier public investi, quoi. Après, dans les ressources qu'on a dans notre modèle, on a des choses qui viennent des fondations ou des dons privés ou du financement participatif, mais finalement ça vient financer essentiellement nos investissements qui sont assez limités dans notre cas. Oui, voilà, en gros, oui, nous les familles qui, si un aspect du modèle économique qu'on peut aborder, c'est les familles évidemment qui sont bénéficiaires du service. Il n'y a pas de loyer, elles sont prises en charge. Et quand elles en ont les moyens, quand elles sont proches de la sortie, on va dire, et qu'elles ont droit au travail, et qu'elles travaillent, et qu'elles commencent à avoir un revenu, il y a une participation. Mais cette participation ne vient pas dans le financement du projet. Il vient alimenter une caisse d'entraide, ce qui était un peu en fait notre véhicule pour essayer d'intégrer les familles bénéficiaires dans la gouvernance du projet. Il y a une caisse d'entraide qui vient aider pour toutes les démarches administratives qui peuvent être fort coûteuses quand il s'agit de régulariser le séjour. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Vincent, rapidement sur ce modèle économique et notamment les particularités de la mutualisation chez vous. Donc nous c'est un petit peu particulier puisque en tout cas la construction du financement est en cours. La spécificité quand même, donc je le rappelle, c'est que la structure elle se situe sur un ancien centre de vacances qui est occupé par le CADA et le CLAE, qui sont les structures d'accueil pour demandeurs d'asile. Et l'un des enjeux, c'est de pouvoir l'ouvrir de façon plus importante à la population. Donc bien sûr, la question des locaux est très importante, puisque ce sont là où où il pourrait y avoir le bureau en tout cas, le bureau administratif et d'accueil, mais également les salles d'activité et de stockage pour le matériel. Donc l'idée c'est de se servir avant tout de ces locaux
qui sont actuellement pris en charge par l'association pour le compte du CADA et du CLAE, et de trouver justement un moyen, soit de mise à disposition, de location. Voilà, ça va être construit en tout cas comme ça. Ensuite, il y a plusieurs choses, mais en demandant l'ouverture d'un espace de vie sociale, la demande d'agrément, elle s'appuie bien sûr sur un financement qui est accordé avec l'accord de l'agrément. Donc il prend en charge 45% la première année des charges de la structure. Donc forcément c'est un enjeu qui est important. Et c'est pour ça que c'est à nous aussi de montrer dans ce projet que la prise en charge du besoin auquel on répond pour la population des demandeurs d'asile, mais également pour la population locale, il est pertinent. Donc voilà, on souhaite s'appuyer bien sûr là-dessus. On organise également des événements, donc je parle des repas solidaires, qui est quelque chose qui marche bien. Donc ce sont des recettes qui vont permettre aussi de financer la structure. Et tout le travail qui est à faire aussi, et ça va être bien sûr avec les fondations, mais également la communauté de communes et les communes concernées, à nous de montrer en quoi le projet il va permettre de répondre à un besoin à satisfaire sur ce territoire-là, et en quoi il va être important pour eux de s'investir aussi dedans. Et ensuite également, on vise les entreprises qui sont directement concernées par le projet, puisque le travail qu'on fait, ça va leur servir aussi. Les personnes qu'on accueille, elles vivent économiquement sur le territoire. Donc on a un travail aussi de recherche de financement à faire là-dessus. Et ça fait partie aussi, un des enjeux pour nous aujourd'hui, pour les associations, de développer justement tous ces nouveaux moyens, puisqu'il y a de moins en moins de subventions. Donc c'est aussi se tourner vers le privé, et de montrer en quoi on peut trouver, ils ont à gagner, et comme nous aussi on a à gagner à travailler ensemble. Merci beaucoup. Donc je vois pas Jeanne, mais j'imagine qu'elle s'inquiète beaucoup parce qu'elle se dit mon Dieu, c'est tard, comment va-t-on faire puisqu'il reste autant de choses à traiter. Donc vous inquiétez pas, ça c'est tout à fait normal puisqu'on vient de traiter absolument l'essentiel avec vous, et merci de vos témoignages parce qu'on voit bien quand on parle des innovations sociales que ça démarre avec une certaine génétique. On voit bien cette expérience collective qui démarre, qui émerge en fonction des individus qui sont présents. Et puis comment on fait vivre ça dans la délibération, l'échange, la coopération, vous l'avez très bien expliqué. Et puis comment on fait vivre concrètement ça économiquement, c'est les partenariats, c'est trouver les modalités pour que finalement on se sorte d'une situation de relation, comme le disait Emmanuel, avec un client. Mais on n'est plus du tout dans ça, on est dans une relation de partenariat, de coopération, d'échange, de confiance aussi, parce qu'il y a beaucoup de ça dans ces dynamiques-là. Et là, on a vraiment la trame essentielle, on a vraiment les éléments essentiels qui font de l'innovation sociale, des innovations sociales, des démarches particulières. Et on arrive finalement à quelque chose qui doit questionner, ok, très bien, on voit bien comment ça démarre et comment ça vit de manière peut-être un petit peu caricatural, mais on a les éléments principaux. Et maintenant, ce que je vais vous demander sur un temps beaucoup plus court, parce que finalement, c'est quelque chose qui ne va pas forcément toujours être réalisé pour vous, c'est alors à quoi ça aboutit tout ça ? C'est-à-dire quels sont les résultats de ces démarches-là, collectives, démocratiques, hybrides, en émergence à quoi ça fait écho en termes de résultats, et puis quels impacts et quelle potentielle diffusion de vos projets. Je vais vous demander l'exercice particulier de traiter les trois, non pas séparément, mais à la foulée. Et là, je pense qu'Hélène, du coup, se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire ? C'est horrible. » Mais je suis persuadé qu'elle va s'en sortir. Du coup, je vais vous demander effectivement d'aborder les résultats que vous avez, c'est-à-dire, quand on parle d'innovation sociale et des résultats d'innovation sociale, c'est-à-dire quel type d'accessibilité vous pouvez permettre quand vous produisez des services pour certains, et la plupart d'entre vous, ou la mutualisation de biens, c'est-à-dire quelle accessibilité vous offrez aux acteurs de votre territoire, et puis vous en avez parlé, quelle logique de mise en commun vous arrivez à créer, et comment on arrive dans vos projets à sortir de l'idée de propriété privée pour aller vers de la propriété collective. C'est un petit peu les résultats qu'on questionne aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez à réaliser ça, cette idée d'une accessibilité large et d'un commun ? Et puis les impacts sur les individus, le territoire, comment vous arrivez à les jauger, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme élément ? Et puis si oui ou non, vous avez une intention de diffuser
d'échanger vos pratiques avec d'autres acteurs sur le territoire national ou plus largement, et puis à quoi ça pourrait correspondre. J'espère ne pas vous faire peur en vous demandant ces 3 éléments à la suite. On va commencer avec Emmanuel. Sur l'accessibilité et la production de communs, en fait, les 3 piliers sur lesquels se base le projet Alternative Hotel, que je vous ai expliqué tout à l'heure, donnent un peu l'idée à quel accès ça donne. Donc le premier pilier, c'était un hébergement en appartement pérenne, c'est-à-dire ne pas mettre de conditions de durée et d'adapter la dimension de l'appartement aux besoins de la famille. Donc ça, clairement, c'est l'accès au logement. Ensuite, il y avait le deuxième pilier, c'est un travail social professionnel. Donc ça, c'est assurer aussi un accès aux droits et un traitement digne et équitable. Et tout ce qui était le troisième pilier, l'accompagnement solidaire, ça va être davantage l'accès à la culture, l'accès au sport, l'accès à la nature aussi, l'accès au droit au séjour, etc. Donc il y a dans les résultats d'Alternative Hotel, les meilleurs résultats, c'est les familles qui sortent, évidemment, parce que ça veut dire que quand elles sortent, elles ont un séjour régularisé. Ou alors, leur problématique s'est affaiblie, on va dire, leur situation s'est améliorée et ils rentrent dans une case d'un autre dispositif social. Donc elles sont réorientées dans ce cas-là. Voilà. Donc ça montre que, et c'est d'ailleurs le meilleur exemple, c'est qu'au bout des 2 ans d'expérimentation, on a continué. Donc ça veut bien dire que le système est efficace, qu'effectivement il coûte moins cher que l'hôtel et qu'en plus on a de meilleurs résultats sociaux puisque des gens sortent de la précarité avec notre système. L'accès au commun, ce qui était important pour nous aussi, c'est que les familles qui hébergent aient aussi un accès à l'accès à la dignité. Pour nous, il se joue aussi dans notre relation qu'on a avec eux. On essaie de construire les relations les plus coopératives possibles ou les plus égalitaires possibles, si on peut dire. Et ça se fonde sur un contrat d'hébergement. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas l'idée de dire bon voilà, vous nous hébergez, maintenant il faut nous donner un coup de malin, un coup de malin, un coup de malin. Et puis on sait jamais où est la limite. Donc ce qui est important, c'est pour pouvoir coopérer, il faut savoir quels sont les droits et devoirs de chacun. Et puisqu'il faut toujours avoir en tête que pas de droit sans devoir et pas de devoir sans droit. Et la contrepartie minimale qu'on a trouvée, puisque pour nous il n'était pas question de fonder l'accompagnement sur le mérite, mais sur le besoin, la contrepartie minimale, c'est d'accepter la coopération, tout simplement. C'est-à-dire que les familles peuvent profiter ou bénéficier du dispositif Alternative Hotel, s'ils acceptent tout simplement d'être l'accompagnement social qu'on propose. Donc c'est vraiment le minimum du minimum de la coopération, quoi. Le commun qu'on crée, c'est avant tout un instrument social qu'on met à disposition, c'est pas tout à fait vrai, mais qu'on ajoute dans le panel de la collectivité territoriale pour réaliser ses politiques publiques. Donc c'est peut-être un petit peu diffus parce que c'est pas ouvert au grand public, mais c'est un instrument qui permet une meilleure efficacité de l'action publique pour une collectivité territoriale. Ensuite, d'un point de vue de citoyen, c'est une opportunité en plus, on va dire, d'agir sur un domaine, un secteur qui est en tension dans notre société, qui est la place de l'étranger et qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces étrangers sur notre territoire. Et qu'à un moment donné, pour les citoyens qui s'investissent et les organisations qui s'investissent dans notre association, c'est de dire oui, une famille déboutée du droit d'asile, elle n'est pas réductible à sa demande d'asile. On ne peut pas réduire un individu à sa situation administrative. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être quelqu'un qui a de la famille ici, ça peut être quelqu'un qui a des opportunités de travail ici, ça peut être quelqu'un qui a une maladie dont il faut prendre en charge. Voilà, les choses, je le dis un peu avec passion parce que ça m'agace de dire qu'un individu a une vocation A. Ça m'agace. Il y a des multiples possibles et notre rôle justement là-dedans, c'est de rendre accessible ces possibles et les faire prendre conscience aussi collectivement que notre rôle, enfin le soutien mutuel qu'on se doit, la fraternité, ça passe
par l'ouverture des possibles à tous, quoi. Voilà. Tu veux qu'on passe aux impacts, du coup? Ah oui, c'est vrai que tu voulais faire en 3 coups. Oui, alors c'est un des gros impacts, du coup, c'est sûr, c'est que voilà, ça c'est un peu le combat culturel qu'on mène, et je pense qu'on arrive à faire évoluer des consciences, au moins autour de nous, et puis on n'est pas tout seul à porter ce message-là, il y a bien sûr au moins la CIMAD, la LDH, etc. Donc, donc les gros impacts, c'est d'abord sur les individus, les familles qu'on héberge et qu'on suit, parce qu'ils sont déjà dans de meilleures conditions sociales. Ça, c'est une des aspirations importantes, c'est améliorer les conditions matérielles et sociales. Donc ces individus, voilà, ils sortent de la précarité, les enfants ont un meilleur parcours scolaire, etc. Donc ça, c'est des impacts positifs. Et puis aussi, on évite des impacts négatifs. C'est-à-dire qu'on évite des nuitées à la rue, on évite des échecs scolaires, on évite des violences sociales subies par les individus. Voilà, il n'y a pas que les impacts directs, on va dire, mais il y a aussi ce qu'on évite comme impact négatif qu'il faut prendre en charge. Au niveau de la collectivité territoriale, les impacts, bon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, elle a une corde de plus à son arc, on va dire, et puis oui, elle a une opportunité de se lancer aussi dans un processus innovant et dans un processus créatif, quoi. Donc ça change un peu comment dire, du b.a.-ba des politiques publiques. Et pour le tissu social, c'est aussi, il y a aussi des impacts d'influence, on va dire, ou d'inspiration, parce qu'on a vu que d'autres organismes, bon, alors ils n'ont pas fait exactement comme notre projet, mais n'empêche qu'ils s'en sont inspirés pour eux aussi, plutôt que de louer des chambres d'hôtel, se mettre à louer des appartements, ne pas avoir peur de ça, parce qu'on a montré que c'était possible et que, ma foi, économiquement, ça roule et on ne s'est pas effondré. Donc il y a du coup dans les offres des autres acteurs sociaux pour d'autres publics, ils se sont mis à faire ça. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est pour ça, alors on le voit maintenant, ça fait presque, on a commencé en 2013 le projet, donc ça fait 6 ans, et on voit depuis 2 ans et c'est diffusé en France le concept de logement d'abord. Donc on voit que le principe a essaimé en tout cas. Alors, on n'en est pas la seule et unique source, mais je pense que localement, on a été un repère. Voilà. Et attends, tu voulais qu'on parle aussi de la diffusion. Alors, juste rapidement, du coup, on a... ben voilà, mes notes s'envolent. Merci. Du coup, quand on a réussi notre expérimentation, on était fiers comme des coqs, forcément. Et on est passé d'une logique, enfin on a tenté de passer d'une logique de discrétion à plutôt, on va se faire connaître et puis on va voir s'il y a une résonance dans le corps social. Donc c'est là où on a lancé une campagne de financement participatif et on a eu un fort soutien. On a réussi notre campagne, donc c'était plutôt... voilà, ça nous a soulagé sur le fait qu'il y avait un soutien populaire à notre démarche. Donc tout n'était pas perdu. Et on a tenté ensuite, donc on a gagné un prix pour pouvoir essaimer notre projet. Donc on a construit l'essaimage, on l'a pensé, puis on a envoyé le projet à toutes les préfectures et tous les départements de France, et il n'y a pas eu grand-chose de retour. Donc voilà. Donc pour l'instant, il nous manque une clé. Bon, on pense savoir laquelle, mais bon, après maintenant, on s'est lancé sur un autre projet, donc on a laissé celui-là un peu en sommeil. Alors, il faut que je dise quand même, il y a au tout début de la conception, moi j'en avais parlé au sein du réseau de la CIMAD, et il y a la CIMAD de Béziers qui a monté aussi un alternative hôtel à Béziers sur un autre, avec pas exactement le même système, mais les mêmes fondamentaux. Voilà. Alors, il faut vraiment maintenant qu'on accélère extrêmement. Alors je suis désolé pour Hélène, mais Hélène va laisser de la place pour qu'on complète après, j'en suis persuadé, et tout va bien se passer. On va juste terminer avec Vincent et Florian sur voilà, quel résultat, quel impact, quelle diffusion, assez concrètement, factuellement, voilà, à quoi vous aboutissez très rapidement, et puis si ça diffuse. On va commencer par Vincent. Oui, bon, il y a des choses qui ont été dites, en tout cas par Emmanuel, qu'on reconnaît aussi. Bon, bien sûr, nous, le début du projet, c'était l'intégration et l'insertion des réfugiés sur le territoire. Donc, les résultats pour ça, bon, ils sont difficilement évaluables actuellement. En quoi, du coup, les actions qu'on a mises en place
elles permettent aujourd'hui de savoir si sur le territoire il y a plus de personnes qui se sont intégrées. Qu'est-ce que ça... On n'a pas encore en tout cas d'études comme celle-ci, mais moi ce que je peux constater au quotidien, et je partirai peut-être de quelque chose un peu d'un autre, on va partir d'un autre côté, c'est quelque chose qui avait été dit par un des résidents qu'on a eu dans une petite commission qu'on a fait, une rencontre. C'est de dire que ce projet, il permet en fait aux habitants, notamment du territoire, il leur permet de participer en fait à la protection de cette population. Parce que c'est ce qui était recherché, c'est ce qui est ressorti en fait quand on a discuté et qu'ils ont dit qu'est-ce qu'ils viennent chercher en France. Ils viennent chercher du boulot, ils viennent piquer notre travail, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Eh bien, ils viennent chercher la protection. Et ce que le projet y permet, c'est que les gens ils s'investissent concrètement. Que la France accueille des demandeurs d'asile, c'est une chose. Mais la France, ce sont ses habitants. Et je pense qu'un des vrais enjeux du projet, c'est ça. C'est que ça leur permet une protection. Et la protection, donc concrètement, elle se traduit par la possibilité pour eux de créer du lien social, de s'inscrire dans des réseaux. Donc inversement, ça permet aux associations qui sont sur le territoire de bénéficier de toutes ces personnes qui sont là. Donc un exemple concret, c'est le club de foot qui est en train de péricliter et qui se forme, qui finit la saison parce qu'il y a plusieurs personnes de chez nous qui ont intégré le club et qui aujourd'hui tournent bien. Aussi avec les autres associations, je pense aux associations caritatives, il y a un réel échange. Ce sont des personnes qui sont très reconnaissantes. Et bien, lorsque on a le Secours populaire qui va organiser quelque chose sur la ville de Brioude, eh bien, on a toujours des gens qui sont là pour participer, qui vont aller à la commune, à la mairie pour aller aider sur une manifestation. Voilà, donc ce sont des choses comme ça, c'est une entraide clairement entre le public qui reçoit pour son intégration et les structures qui, elles, les associations qui permettent d'avoir des gens, des forces vives, et ça contribue bien sûr à changer les mentalités. Peut-être les impacts. Alors, je vais juste récupérer ma fiche. Donc les impacts, j'en ai retenu quelques-uns. Les impacts sur les individus, donc le décloisonnement des individus en raison de leur statut ou de leur isolement géographique, puisque la structure, elle se situe, il faut le savoir, à 7 km de Brioude, donc il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de bus en tout cas actuellement, c'est une question à laquelle on tente de répondre. C'est la possibilité pour eux de s'inscrire dans la société grâce à toutes les activités qu'on a mis en place, que ce soit la langue, le code de la route, les différentes activités et bien sûr les relations. La possibilité pour eux d'exprimer leur savoir-faire, mettre à disposition leurs compétences. Donc je parlais tout à l'heure de l'atelier couture. Et bien ce qu'on s'est rendu compte des gens qui venaient pour donner un coup de main, qui avaient un peu d'expérience, ils ont beaucoup appris face à des gens dont c'était le métier et qui leur ont transmis des savoir-faire. Et ça c'est une vraie plus-value. Également donc pour le territoire, j'ai retenu que ça permettait à la structure porteuse d'être un interlocuteur privilégié pour mobiliser un public en lien avec leur activité. Donc j'ai parlé tout à l'heure des entreprises, donc d'avoir en effet une structure comme ça qui connaît bien ce public, qui connaît ses spécificités et qui peut mettre en relation et aussi connaître leurs besoins, ça permet de construire des solutions ensemble. J'ai mis également la participation à des instances de réflexion pour apporter des solutions communes aux problématiques. La citoyenneté, bien sûr, avec un public comme celui-ci, c'est un vrai enjeu. Ils viennent pour la plupart dans un pays comme le nôtre, justement pour la démocratie, pour tout ce qui les fait rêver chez nous. Eh bien, le projet, je pense qu'il permet aussi ça, de le rendre concret et de permettre aussi aux habitants de s'inscrire eux aussi dans cette démarche-là qui parfois se perd. Et enfin, peut-être pour le territoire, donc j'ai mis que le projet permettait au territoire que l'accueil d'une population précaire, elle se fasse dans de bonnes conditions. C'est vrai qu'on n'a pas relevé de gros soucis, ça a été une des problématiques, je pense, dans ces structures qui sont ouvertes de la part de la population, parfois des actes malveillants, mais aussi, bien sûr, des gens qui sont souvent laissés à eux-mêmes et qui commettent des actes qui desservent clairement ces structures. Eh bien, aujourd'hui, nous, ce qu'on peut constater, c'est que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de soucis, et ça, c'est dû aussi au travail en collaboration avec les services de l'État, notamment. Le projet, il favorise également le lien avec les services de l'État, l'organisation d'actions communes, notamment avec l'hôpital, avec l'école, où on a mené des actions qui permettent de donner de la visibilité à ce projet, et bien sûr à son changement d'échelle au niveau sociétal. Permet d'éviter les désagréments, c'est ce que je disais. Et enfin, il permet au territoire de faire bénéficier d'une infrastructure qui est habituellement fermée au public. Donc tu parlais de commun, eh bien c'est souvent des structures, moi qui habite juste à côté, voilà, pendant 3 ans, j'ai jamais mis les pieds parce que voilà, on ne sait pas, est-ce qu'on peut rentrer. Eh bien, les gens peuvent se réapproprier ce lieu
et créer et faire communauté ensemble et profiter en fait de ce lieu fédérateur. En termes d'accessibilité, ça permet l'accès à un outillage pour nous. En tout cas, pardon, je crois que je parlais pas assez fort. Un accès à un outillage, c'est-à-dire que là où il n'y avait pas de moyens d'information, maintenant il y a le calepin. Là où il n'y avait pas de matériel, maintenant il y a la CUMA. Là où il n'y avait pas de ressources, maintenant il y a la fabrique. Donc voilà, ça permet à des gens de pouvoir s'orienter vers une réponse là où ils n'en avaient pas. En termes de commun, il y a évidemment la création de ce parc matériel qui est en commun et je ne peux pas vous expliquer toute la complexité dans les 2 minutes qui me sont données, mais il y a plein d'autres projets où il y a d'autres communs qui sont créés. Et avant tout, le commun qui est créé pour nous, c'est une forme de culture commune, une forme de territoire aussi, de partager sur un territoire une manière de faire, une manière d'être au territoire et de rendre au territoire. C'est aussi, moi j'aime bien appeler ça cette manière artisanale d'aborder les choses et d'arrêter l'enfumage des appels à projets, etc. C'est qu'à un moment on n'amène pas des compétences, on amène des savoirs, on amène des savoir-faire, on amène des faire-savoir. C'est très concret. C'est le monde de l'ouvrier, c'est des choses très très concrètes. On est dans le faire, on est sur le terrain. On n'est pas en train de développer je sais pas quoi. Voilà, c'est un peu caricatural, mais pour nous c'est très important cet ancrage parce qu'on a une population qui est très variée, qui est très mixte, et il y a des réponses très concrètes à amener. Et c'est là où du coup pour nous, en termes de diffusion, à ce jour, on n'a pas trop de diffusion. La diffusion, elle est sur le territoire, elle est interne, elle est auprès des gens, auprès des habitants, auprès de ces associations, sur justement toutes ces capacités, cette manière d'aborder les choses et d'avoir un peu ouvert les ornières, de s'être un peu ouvert sur le monde, sur le propre monde des fois du village, mais du territoire et au-delà, par l'accueil de compagnie, sur les manières de faire dans l'animation de réunions, par exemple, c'est très concret. J'ai pu assister à des réunions qui duraient 3 heures où en fait on aurait pu s'échanger un mail de 10 minutes. C'est à un moment amener de l'outillage et des choses que les gens ne maîtrisent pas et c'est pas grave, mais c'est comment on crée ce commun-là ensemble. Pour nous, il est là l'impact de la diffusion. Et sur l'essaimage, on ne sait pas. On verra. Les gens continuent à vivre et nous, on n'est pas immortels, donc peut-être que des gens vont déménager et vont porter ça ailleurs. Si vous avez envie d'en savoir plus, on peut vous aider à essaimer. Voilà. Et après, nous, par contre, on est allé piocher un peu ailleurs, notamment sur le calepin, la agenda en ligne. Il existe ailleurs, notamment à Chambéry, il s'appelle Le Prétexte. Donc voilà, ça venait aussi d'ailleurs. On l'a adapté au territoire, mais à chaque fois, on va grignoter à droite, à gauche sur tout ça. Et voilà. Merci pour l'exercice. C'est vrai que c'est vraiment difficile de clôturer les choses comme ça, mais l'essentiel était vraiment les points de départ. Et la suite, du coup, vous aurez tout le loisir de voir Hélène continuer à produire tranquillement les éléments qu'elle peut avoir d'ores et déjà pour finir la fresque, et puis échanger avec Vincent, Florian et Emmanuel. N'hésitez pas à poser des questions, ce qu'on n'a pas le temps de faire maintenant. Évidemment, avec eux, auprès de la fresque, pour éventuellement avoir plus de précision. N'hésitez surtout pas à le faire. Merci beaucoup de vous être pris au jeu, d'avoir préparé ça et d'avoir répondu aux questions de cette manière-là.